Bonjour à tous, nous allons attaquer le webinaire donc sur la compétence historique du CIDER, les extensions, sécurisation et renforcement des réseaux électriques. Pour commencer, je vais laisser la parole à Alain Gerberon, le vice-président aux travaux sur les réseaux secs. Eh bien, bonjour à tous. Ce webinaire est important pour bien recaler quels sont les différents acteurs entre le CIDER et Enedis, notamment, hein, qui sont différents en fonction d'une commune rurale ou d'une commune urbaine. Moi-même, je suis le maire délégué de Saint-Loup, qui était une commune rurale jusqu'en 2019. Après une fusion, nous avons été rattachés à la commune de Pontcharrat-les-Aulnes-Médarésé, et du coup, nous sommes devenus une commune urbaine. Donc, ça change effectivement quelques façons de faire sur les extensions, sécurisation et renforcement des réseaux électriques. Un point qui est important, qui sera développé par Rémi tout à l'heure, c'est la poursuite de la suppression des films nus pour lesquels on accorde une grosse subvention et qu'il est important de poursuivre pour vraiment sécuriser les réseaux. Ces réseaux en fil nu sont surtout en zone rurale. Je laisse la parole à Rémi Soubriard. C'est parti pour cette présentation, rappel, différents éléments sur cette compétence. Donc c'est vrai qu'on l'oublie parfois, hein, si le syndicat d'énergie aujourd'hui c'est le syndicat de beaucoup de compétences sur l'éclairage public, mais aussi la production d'énergie renouvelable, l'implantation de bornes IRVE. Historiquement, et c'est ce qui a présidé à sa création en 1950, c'est vraiment l'organisation de la distribution de l'électricité sur le territoire du Rhône. Un petit rappel qui fait pas de mal, les réseaux de distribution publique, donc qui vont de la fin du poste source. J'ai ma centrale nucléaire, j'ai les réseaux de transport, c'est les immenses pylônes métalliques. J'arrive à un poste source et à partir de là, j'ai des réseaux moyenne tension, des postes de transformation, ces espèces de cabanes qu'on voit dans les lotissements ou à proximité des communes, puis le réseau basse tension qui va aller jusqu'au branchement dans les maisons. Tout ce réseau de distribution, il est propriété des communes, transféré en compétence au CIDER et mis en concession aujourd'hui à Enedis, qui n'en est que le gestionnaire. Donc vraiment, le rappel, c'est vraiment cette compétence sur l'électrification rurale et tous les sujets qu'on va évoquer. C'est vraiment le cœur de l'histoire du CIDER et c'est la raison d'existence du CIDER au départ. Premier aspect de cette compétence, ce transfert de compétences des 200 communes du département au CIDER. Le syndicat est l'autorité organisatrice de la distribution d'énergie sur le territoire. AODE, c'est un terme que vous entendez régulièrement peut-être. Donc c'est autorité organisatrice de la distribution d'énergie. Première mission dans ce cadre-là, c'est vraiment le contrôle du concessionnaire Enedis, donc superviser l'application du contrat de concession dont on a beaucoup parlé ces dernières années. La négociation d'un contrat de concession, c'est pas rien. Il faut contrôler sa bonne application avec des échanges financiers, mais aussi l'investissement du concessionnaire sur le terrain, l'entretien des lignes, les travaux qui sont réalisés pour en assurer la meilleure qualité. Et également, on ne fait pas que contrôler le travail de la ODE sur une grande partie du territoire. On va réaliser nos propres travaux pour le compte des communes, pour vous, pour vos administrés, pour la qualité du réseau. On va en parler, on va les détailler. Toutes ces missions, c'est vraiment en appui de vous, les communes, qu'on doit les mener. L'idée, c'est vraiment de se mettre en tête qu'on est votre service technique sur ces thématiques énergétiques et sur ces thématiques de réseau électrique. Vraiment, c'est en accord avec vous et au mieux possible qu'on va vous accompagner pour planifier, organiser, penser ces travaux-là et pour vous appuyer sur le développement de vos territoires. Premier point important à voir, et M. Gerberon en a parlé en introduction, on a deux types de communes dans la concession. On a des communes dites rurales et des communes dites urbaines. Ce n'est pas le même acteur qui réalisera les mêmes travaux suivant la typologie de commune. Si je rappelle rapidement, ou si je vous résume rapidement, les communes rurales, c'est les communes de moins de 2000 habitants. C'est pas aussi simple que ça, c'est moins de 2000 habitants et qui ne fait pas partie d'une conurbation, d'une unité urbaine avec une population de plus de 5000 habitants. Les communes urbaines,
Ça peut être supérieur à 2000 habitants ou alors moins de 2000 habitants, mais à proximité directe, en continuité directe d'une unité urbaine un peu importante. Euh, Ça, c'est la règle. Après, il existe un moyen pour le syndicat d'imposer ou de garder des communes dans le régime rural à titre dérogatoire. On a dans certains cas, donc là on a un exemple de commune fusionnée où on est passé en urbain, mais dans certains cas, on peut garder des communes fusionnées dans le régime rural, même si on dépasse les 2000 habitants, mais en prouvant à la préfecture que la densité d'habitat est très très faible, parce qu'on va avoir intégré trois ou quatre petits villages qui eux-mêmes ne sont pas forcément peuplés. Voilà, c'est juste pour vous dire cette notion de commune urbaine, commune rurale qui a une certaine importance. euh, il y a des règles qui s'y appliquent et une dérogation qui peut être obtenue à chaque nouvelle élection municipale. En règle générale, les communes rurales ont plutôt tendance à diminuer et on a quand même une augmentation des communes urbaines. Quand je vous disais que ça avait une importance sur le type de travaux et finalement le type d'intervention du syndicat d'énergie, ben, tout de suite on va se retrouver dans ce cas-là. Vous avez la concession, 152 communes rurales aujourd'hui, 48 communes dites urbaines, hein. Encore une fois, c'est un classement qui n'est pas tout à fait celui de l'INSEE, qui n'est pas tout à fait celui euh, qu'on peut retrouver juste avec la population. Et ce classement-là va amener différentes maîtrises d'ouvrage, c'est-à-dire que ce n'est pas le même acteur qui va réaliser les travaux. Si, quoi qu'il en soit, le SIDER reste l'AODE, l'autorité organisatrice de la distribution d'énergie, donc peut vous accompagner, notamment dans votre rapport au concessionnaire, dans l'entretien des lignes, vérifier que le cahier des charges est bien appliqué, le SIDER va être amené à réaliser certains travaux d'extension, de renforcement, de sécurisation sur les communes rurales et de dissimulation, par exemple, des réseaux électriques en commune rurale et en commune urbaine. Donc, dans certains cas, les travaux d'extension de réseau en commune urbaine vont être réalisés par Enedis. Si jamais vous avez des problématiques, des doutes sur la réalisation des travaux, sur ce que le concessionnaire propose, on peut toujours regarder évidemment, mais ça ne sera pas une maîtrise d'ouvrage de la part du syndicat d'énergie. Cette diapositive reprend ce que je viens de vous dire, hein, c'est vraiment donc commune rurale, le SIDER va établir, financer les projets, superviser le chantier et le réceptionner sur les communes rurales pour les extensions, les renforcements et les fiabilisations. Les dissimulations de réseau, par contre, peuvent être réalisées par le syndicat sur les communes rurales et les communes urbaines. Je rappelle que tous les ouvrages construits, qu'ils le soient par le SIDER ou qu'ils le soient par Enedis dans le cadre de sa maîtrise d'ouvrage sur communes urbaines, intègrent le patrimoine du SIDER, donc des communes. Même si c'est Enedis qui réalise une extension ou un renforcement de réseau en commune urbaine. On a parlé un peu de cette typologie commune rurale et urbaine et de cette maîtrise d'ouvrage. On peut rapidement parler de ces différents types de chantiers. Les différents chantiers que le syndicat va réaliser au niveau de l'électrification, ça va être en premier lieu la base, l'extension du réseau électrique. L'extension du réseau électrique, c'est le prolongement du réseau jusqu'à la parcelle, jusqu'à l'unité foncière concernée, pour alimenter le nouveau projet qui va être une maison d'habitation, un projet d'habitat collectif, un lotissement, une installation agricole, une antenne relais. Aujourd'hui, clairement, le SIDER privilégie la technique souterraine. 90% de nos chantiers, on les réalise en souterrain le long de la voie publique. Ça n'a pas toujours été le cas et parfois on est obligé de le réaliser en aérien pour X ou Y raison. Mais c'est vraiment une thématique sur laquelle aujourd'hui on met l'accent, c'est vraiment les réseaux en souterrain. Euh, je note que quand on parle d'extension, on parle souvent d'extension du réseau basse tension. Dans certains cas, et ça va être l'exemple par exemple d'une antenne relais qui va être très éloignée des réseaux existants, l'extension du réseau, c'est bien l'amener d'un réseau moyenne tension, la création d'un poste de transformation, puis la création du départ basse tension pour alimenter l'antenne relais. Euh, L'extension, c'est vraiment je prolonge le réseau existant, c'est pas le renforcement d'un réseau existant dont on va parler après, c'est vraiment la prolongation du réseau pour aller à un endroit qui aujourd'hui n'était pas alimenté. On en reparlera aussi un petit peu plus tard, mais quelques exemples que vous êtes amenés à rencontrer au quotidien sur notamment des projets, par exemple, qui a des autorisations d'urbanisme sur lesquelles on vous accompagne, où on peut se poser la question de savoir quand est-ce qu'il y a une extension de réseau, quand est-ce qu'un simple branchement directement par le pétitionnaire suffit.
Donc c'est très schématique, mais vous avez un petit peu les exemples des lots 1 où le lot 1, on a un réseau souterrain dans la rue, il passe devant la parcelle concernée, pas de souci. Le lot 2, on a carrément un support planté à l'angle de la parcelle, évidemment elle est desservie. Le lot 3, on commence à arriver dans un cas un peu particulier, on a du réseau aérien qui passe pas sur la parcelle, c'est le trait violet que vous voyez en face, il est sur la parcelle en face. Là, le SIDER ne va pas intervenir et réaliser une extension, c'est bien Enedis qui va réaliser le branchement. On a quand même un cas particulier qui est, il nous faut l'autorisation, ça a beau être du réseau public, il y a beau eu avoir l'autorisation d'implanter le support à un moment donné, et ben on va intervenir sur ce support pour tirer un réseau qui traverse. Le propriétaire de la parcelle portant le réseau, doit nous en donner cette autorisation, sinon il faut qu'on trouve une autre solution. Et quand on se retrouve sur le lot 4, on voit que le réseau ne va pas jusqu'au lot 4, alors dans ce cadre-là, une extension sera nécessaire. Quelques exemples un peu différents, hein. Un lot numéro 1 avec une servitude en privé. Aujourd'hui, on va amener le réseau sur la voie publique et puis on va amener le réseau jusqu'à la parcelle concernée, vraiment, le long du chemin en privé. Et un dernier exemple, c'est vraiment pour vous donner quelques thématiques, où sur un lotissement, petit cas particulier, le réseau va être amené jusqu'au droit de l'accès commun au lotissement, et ensuite l'aménagement intérieur va être financé par le lotisseur en lien avec Enedis. On va dire le service public que le SIDER, la commune valide, c'est l'amener du réseau jusqu'à l'accès, et puis ensuite avec cette répartition et cette amenée du réseau avec la desserte intérieure gérée par le lotisseur. Rapidement, voilà, évoquer qu'est-ce qu'une extension de réseau, et pour vous dire qu'il y a toute une typologie évidemment de cas. Les renforcements du réseau, c'est j'ai un réseau existant qui n'est pas suffisant ou ne sera pas suffisant pour un projet en cours ou à venir. On a différents cas qui vont nous amener à renforcer le réseau électrique. Ça peut être la plainte d'un administré. Donc si vous avez des administrés qui se plaignent de chute de tension, il ne faut pas hésiter à ce qu'ils contactent Enedis par commencer, mais aussi le SIDER. Il constate des chutes de tension chez lui. On ira vérifier si c'est des problématiques sur son aménagement intérieur, hein, c'est possible que ce soit des problématiques chez lui, ou si c'est bien le réseau public qui pose problème. Ça peut être aussi un renforcement préventif. Dans certains cas, le réseau n'est pas suffisant pour intégrer un projet de construction et donc doit nécessiter une augmentation de puissance. Et on va en parler, il y a des règles qui nous permettent de justifier est-ce que c'est la petite goutte d'eau, la petite maison qui va tout à coup amener un renforcement nécessaire et clairement le réseau n'était pas suffisant, était vraiment limite, ou est-ce que le projet est tellement vaste qu'on n'est pas dans du renforcement, on est vraiment dans de la restructuration nécessaire du réseau au vu d'un projet de puissance extrêmement importante. Donc on va étudier si on est dans le cas du renforcement du réseau, un petit projet qui s'intègre, ou alors à carrément une restructuration de réseau, les financements ne seront pas les mêmes. Et puis on a aussi des renforcements qu'on va appeler théoriques. Chaque année, le concessionnaire nous fournit un listing de dossiers un peu statistique avec un outil automatique qui va analyser le nombre de clients qui sont intégrés sur le réseau, leurs besoins de puissance, l'utilisation éventuelle en résidence secondaire ou principale, et qui va nous donner des endroits où théoriquement le poste de transformation va présenter des problématiques. C'est le genre de document qu'on utilise, nous, au quotidien, pour réaliser nos renforcements, là, que je vous présente. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous dire qu'on a un document où, sur un poste de transformation donné, on a la puissance qui est installée, on a le coefficient d'utilisation en haut à droite, où on voit qu'on dépasse 100% d'utilisation, donc on sait qu'on va devoir renforcer ce poste. On voit également sur ce qu'on appelle les dipôles, c'est les réseaux où des chutes de tension, et vous les voyez à droite en bas, elles sont notamment en orange et en rouge, quand elles vont dépasser un certain seuil. Bon, on voit ici que par exemple, on a un renforcement de réseau à réaliser, puisque ni le poste de transformation ne peut suffire à apporter la puissance nécessaire, ni les réseaux, enfin on a des chutes de tension en bout de ligne sur les réseaux, donc il faut créer un renforcement. C'est ce genre de documents qui nous permettent de monter nos projets de renforcement. Un renforcement de réseau, quand on a dit ça, on n'a rien dit. On a beaucoup de types de chantiers différents dans le cadre d'un renforcement de réseau. Renforcer un réseau, ça peut consister juste à changer la section d'un câble existant.
je suis dans un réseau aérien en diamètre 70, T70, torse AD70 comme on l'appelle, eh ben, on va poser un réseau aérien de diamètre 150. On a un réseau aérien de diamètre 150, on va poser un réseau souterrain de diamètre 240, on augmente la section du câble. Dans un certain nombre de cas, ça suffit à améliorer l'amener du réseau, la puissance jusqu'à l'habitation ou jusqu'au secteur posant problème. Parfois, ça ne suffit pas, c'est au niveau de la puissance qu'on va envoyer sur le réseau qu'il faut agir. Ça peut être, dans le cadre d'un poste de transformation existant, changer le transformateur à l'intérieur qui permet d'amener plus de puissance. Ce qu'on appelle la mutation, et vous le voyez parfois sur les propositions financières qu'on vous fait, ou qu'Enedis peut faire en commune urbaine, ils vont parler de mutation du transformateur. On change le transformateur à l'intérieur du poste de transformation. Et parfois, le poste de transformation qui a une enveloppe donnée, là vous avez à gauche en bas l'exemple d'un poste sur poteau d'IH61, ce poste de transformation en hauteur, il a une limite de puissance, on ne peut pas mettre des postes de transformation énormes. Si ça ne suffit pas, on va déposer ce poste de transformation sur poteau et poser un poste de transformation plus style cabine, comme vous pouvez voir en bas à droite par exemple, pour pouvoir mettre un transformateur beaucoup plus important et qui soit évolutif sur le futur. Donc on a toutes ces possibilités-là, voire même amener carrément, on ne change pas le poste existant, mais on amène carrément un nouveau poste de transformation dans un quartier pour assurer la puissance nécessaire. Je note au passage que le renforcement de réseau, il peut être réalisé en souterrain. J'en ai parlé, hein, notamment pour augmenter des sections de câbles. Après, sachez qu'on ne peut pas le faire à chaque fois, et on le redira, mais les renforcements de réseau électrique, cette part électrique, elle est prise à 100% aujourd'hui par le cyber. Aujourd'hui, on est quand même très contrôlé sur l'usage des fonds dédiés au renforcement de réseau, donc ce n'est pas l'occasion d'offrir un enfouissement à la commune. Il faut qu'on puisse le justifier, que le renforcement souterrain soit la bonne solution technique, administrative, hein, pour un problème de convention. Mais voilà, sachez que on ne peut pas utiliser ou tordre un peu le système du renforcement pour forcément offrir un enfouissement où on le veut. Par contre, quand on peut le faire, eh ben, oui, ça peut être la bonne solution. Un renforcement souterrain, un réseau souterrain est quand même beaucoup moins sensible aux aléas et plus simple à utiliser. Après les extensions et les renforcements, la troisième grande thématique de chantier sur l'électrification rurale, ou sur l'électrification tout court, c'est la fiabilisation ou sécurisation, c'est le même terme, c'est la même chose, on va utiliser autant ce terme-là qu'un autre, fiabilisation, sécurisation du réseau électrique. Donc ce terme, il est utilisé dans un cadre bien particulier, c'est le fait de supprimer ce qu'on appelle les fils nus. Les fils nus, c'est la première technologie de distribution publique de câbles. C'est une vieille technologie, c'est des câbles, au lieu d'avoir une torsade, un seul câble que vous voyez en torsade entre deux poteaux, c'est là où vous avez 3 fils, 4 fils entre des poteaux bois, souvent à travers champs ou dans les zones un peu plus rurales. C'est des câbles qui sont plus fragiles, qui sont plus fins, qui ne sont pas isolés, donc plus dangereux, hein. Il n'y a pas cette isolation caoutchouc, on va dire, par-dessus. Et c'est des câbles qui sont donc très sensibles aux aléas climatiques, aux chutes d'arbres. Quand une branche touche, ça va déclencher des courts-circuits. Donc il y a vraiment une mission du SIDER à supprimer petit à petit ces fils nus sur l'ensemble du territoire. On va voir qu'en théorie, c'est simple et en pratique, ça peut être un peu plus compliqué. Mais donc vraiment, c'est un investissement annuellement relativement important, hein, du SIDER. Vous voyez, ces dernières années, on a plus de 700 000 euros d'investissement réalisé sur les sécurisations de câbles, où vraiment l'idée, c'est de supprimer ces câbles qui posent un certain nombre de problèmes en termes de qualité de distribution d'énergie sur le territoire. Comme je vous le disais, c'est facile à dire, ça peut être moins facile à réaliser. Je ne vais pas les prendre forcément dans l'ordre où ils sont indiqués sur la diapositive, mais souvent on peut avoir des difficultés administratives. Ces réseaux sont très souvent posés dans des parcelles privées, à travers des parcelles cultivées, dans des parcelles qui sont redevenues forestières parce que abandonnées. On ne sait même plus à qui appartiennent les parcelles ou avec des très grandes indivisions suite à des héritages. Quand c'est des champs cultivés, les périodes d'intervention sont quand même très difficiles, hein, entre le fauchage, le pâturage des bêtes, la météo peut poser problème. Donc parfois, on a vraiment des difficultés à obtenir les autorisations. Et c'est pour ça que c'est des chantiers qui peuvent prendre énormément de temps, ne serait-ce qu'au niveau administratif.
On peut se dire que la solution, c'est de le réaliser en souterrain. Donc, on sort le réseau de la parcelle privée et on va ramener du réseau souterrain sur la route. C'est ce que veut illustrer la photo que vous avez en dessous, où on s'imagine remplacer le réseau aérien par le réseau en souterrain en rouge surligné en jaune. Bah, vous voyez que tout de suite, la longueur de câble nécessaire pour compenser en souterrain le long de la route quelque chose qui traversait tout droit en aérien, bah, c'est très très long. Et on peut même être tellement long que le réseau, ça ne sera pas suffisant en termes de puissance pour alimenter correctement le dernier hameau. Donc là, il faut réfléchir à amener un poste de transformation, etc. Donc voilà, il y a quand même des difficultés techniques. Et quand on fait un réseau en souterrain, il y a des difficultés financières, puisqu'autant, on va le rappeler, le SIDER finance à 100% la fiabilisation de réseau, qu'elle soit en aérien ou en souterrain, la commune reste redevable dans ce cas-là de la partie d'enfouissement éventuellement liée des réseaux télécoms, et c'est très souvent que les réseaux télécoms sont mixtés sur ces réseaux qui traversent les champs, ou sur l'éclairage public quand il y a le cas d'un éclairage public. Donc on a un certain nombre de projets, on le comprend tout à fait, la commune n'a rien demandé, c'est la sécurisation d'un réseau qui ne s'intègre pas dans un projet de dissimulation ou d'aménagement. La commune est bloquée en termes de budget sur cette partie éclairage ou télécom qu'elle n'a pas les moyens de financer. Après, d'autres difficultés qu'on rencontre sur les fiabilisations, c'est que si aujourd'hui je vous donne le chiffre de 172 km de fil nu à peu près sur le territoire, on a quand même pas mal de cas où ces fils nus vont alimenter une ruine, une habitation qui n'est plus habitée. Donc, est-ce vraiment nécessaire que d'aller fiabiliser ces lignes? Après, on peut se poser la question, dans ce cas-là, on va déposer ces lignes. Mais si on dépose ces lignes et que quelqu'un rachète cette habitation, il va se retrouver à devoir payer une extension du réseau qui aurait pu être pris en tant que rénovation par Enedis ou par fiabilisation par le SIDER. Donc, c'est toujours une analyse un peu fine de savoir si la fiabilisation est intéressante, si elle ne l'est pas. Donc, ces investissements, ils sont annuels. Vraiment, chaque année, on investit sur ces fiabilisations. Mais ce n'est pas forcément des dossiers qui sont toujours évidents à sortir, à réaliser, tel que ça pourrait paraître de manière très théorique. Je note aussi pour terminer que souvent on est sur des réseaux, comme je vous disais, en zone très rurale, en traversée de pentes et de champs à une époque où on était très content d'avoir le réseau et les autorisations n'étaient pas compliquées à obtenir, donc on traçait tout droit. Aujourd'hui, on se retrouve avec pas mal de chantiers de fiabilisation qui vont nécessiter des moyens techniques un peu exceptionnels pour aller les remplacer en place pour place, hein, parce que comme je vous dis, des fois, c'est la ligne droite, c'est la seule solution et la solution la plus simple pour aller récupérer le bâtiment alimenté ou le hameau alimenté. Donc c'est là où sur vos communes, vous nous voyez arriver avec des pelles araignées, des hélicoptères éventuellement pour les litroyages des supports. On fait toujours cette balance entre les moyens à mettre en œuvre par rapport aux résultats. Est-ce qu'il vaut mieux 3 semaines de travail à la main ou avec des engins, ou en une journée d'hélicoptère ou une demi-journée d'hélicoptère, on arrive à aller implanter l'ensemble des nouveaux supports nécessaires parce que sous dorsale. Oui, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Non. Donc voilà. Oui. Donc voilà, là je vous ai présenté un peu les. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui, dites-moi. Donc, Daniel Abad de Soucy-en-Jarret. Oui. Je voulais savoir effectivement sur, par exemple, comment on peut demander, nous étant titulaires, savoir sur notre commune quels sont le ou les secteurs ou le nombre de mètres ou de kilomètres, je ne sais pas, de fils nus qui existent dans notre commune. Alors, oui, vous pouvez passer par nous, hein, nous poser la question éventuellement. Je vais presque vous conseiller de peut-être sur l'adresse urbanisme@sider.fr. Ouais. Et nous, on pourra regarder dans nos bases, on pourra challenger aussi, ces bases, elles viennent d'Enedis et du concessionnaire, donc vérifier aussi la réalité du terrain. Et si vous avez des secteurs où vous avez l'idée qu'il y a pas mal d'incidents, notamment liés aux aléas climatiques, nous, ça peut nous aider aussi à prioriser des secteurs de fiabilisation de réseau et plutôt que de suivre un peu
lorsqu'on rencontre des films à cet endroit-là, on peut faire une priorisation en fonction des réels besoins. Parce que comme je vous dis, fiabiliser des films nus qui n'alimentent que une ruine ou Oui, une oui, habitation qui a été abandonnée, c'est vrai que ça a moins d'intérêt, c'est sûr. c'est clair. Par contre, effectivement, c'est sur le portail du CIDER qu'il faut qu'on fasse une demande pour connaître un peu, on peut dire, l'état de ce qu'il y a Moi, dans notre réseau à nous, quoi, par village, quoi. là, je vous propose de le faire plutôt par mail éventuellement. Par Euh, mail. ouais, Voilà, on remettra dans le mail après le webinaire l'adresse. Là, je pense à l'adresse mail urbanisme, mais c'est peut-être une erreur. Donc, on remettra l'adresse mail à laquelle on vous propose de l'envoyer pour qu'on puisse vous faire ce petit retour-là. Ouais. Voilà, si effectivement nous apercevons que nous n'avons plus dans notre secteur ou notre village, ou on peut dire le périmètre du village, Oui. plus de système de fil nu, ben, on peut dire qu'on est tranquille et on peut peut-être se poser la question dans certains endroits qui sont en hauteur, qui a des risques climatiques forts, de dire ben, est-ce qu'il ne faut pas qu'on enfouisse pour éviter ces risques-là, quoi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça peut être intéressant. D'accord. Bon, on fait comme ça. Merci de votre réponse. Je vous en prie. Euh, la plupart des travaux que le CIDER va réaliser pour votre commune, donc je mets de côté les sécurisations qui sont vraiment liées à un travail qu'on peut faire en commun avec la commune pour l'identification de ces fils nus. Ce qui va être renforcement ou extension, la plupart du temps, c'est lié à la demande de raccordement d'un administré ou une autorisation d'urbanisme. Donc là, je vous rappelle rapidement l'immense majorité des dossiers qu'on traite pour les communes rurales du territoire, comment est-ce que ça se passe. Un administré va déposer sa demande d'urbanisme à la commune et ça sera peut-être envoyé à la collectivité en charge de l'urbanisme qui va analyser la demande de l'administré pour toutes les zones inondables, constructibles, PLU. Et sur la partie électrique, va interroger Enedis en tant que concessionnaire pour savoir si le réseau est existant et suffisant. Enedis va récupérer cette autorisation d'urbanisme, va en faire son analyse, va voir que si le réseau est existant et suffisant, ça sera un simple branchement et va donc en garder la charge, il n'y aura pas de participation financière sur la partie réseau public. Par contre, si une action est nécessaire sur le réseau public, une extension du réseau ou le renforcement du réseau, alors Enedis va l'envoyer au CIDER, au service du CIDER. Dans ce cadre-là, Enedis fournit au CIDER une opération de référence que le CIDER va analyser et challenger. C'est-à-dire qu'on ne prend pas pour argent comptant la proposition d'Enedis. Déjà, on se rend sur place, donc le chargé d'affaires du CIDER va se rendre sur place, vérifier les longueurs, les mesures, la réalité du réseau, et va faire cette analyse technique, cette analyse juridique, on va le voir à propos des financements, pour pouvoir vous apporter, à vous, commune, une réponse la plus précise par rapport à l'autorisation d'urbanisme qui a été déposée. L'objectif, c'est que vous ayez vraiment, sur la partie électrique, le dossier qui vous permet de prendre votre décision en toute connaissance de cause sur la nécessité d'une extension, d'un très gros renforcement, l'existence du réseau, l'ampleur du projet, le coût de ces travaux, et ça permettra éventuellement à la commune d'accorder, pour toutes les autres raisons, mais également celle-là, ou non, le permis de construire. Si jamais, et on va le voir, il y a quelques changements, mais donc on a l'accord de la commune, l'arrêté d'urbanisme lié à son autorisation d'urbanisme, l'accord maintenant de l'administré sur le financement de son extension, alors tout est OK pour qu'on puisse lancer les études et les travaux que vous connaissez, avec l'entreprise qui vient réaliser les études et réaliser les travaux sur votre secteur. Mais il y a toute cette action-là d'analyse de l'urbanisme qui a lieu en amont. Après, une fois que je lance les études et les travaux, je le rappelle toujours, il y a des délais incompressibles vraiment dans nos dossiers. Le paiement de la contribution d'urbanisme, il y a une contribution à payer dans le cadre d'une extension, on va le revoir. L'obtention des autorisations de passage, on en a parlé également. Beaucoup de nos réseaux aujourd'hui sont des réseaux publics mais implantés dans le privé, notamment les réseaux aériens. Le poteau est très rarement, le support est très rarement implanté dans la voirie ou sur le trottoir public, mais plutôt dans la parcelle d'un administré.
quand je réalise un chantier, on vous parle souvent de l'article R323-25. C'est une consultation liée au Code de l'énergie, qui est une obligation, c'est un peu le permis de construire de nos réseaux d'électricité. On est obligé de le faire systématiquement en fin d'études, il y a 21 jours de consultation. Si jamais j'ai un dossier où je dois poser un poste de transformation, on est obligé, dans certaines surfaces de poste de transformation, nous-mêmes de poser une autorisation d'urbanisme, une déclaration préalable. Poste de transformation qui peut mettre 6 mois, 1 an à arriver quand je le commande. Bon, c'est pas l'histoire de faire un inventaire à l'après-vert, mais c'est, vous voyez qu'entre le dépôt d'un projet, et je reviens sur la diapositive précédente, l'autorisation d'urbanisme, si les gens font les choses correctement, finalement, entre le moment où il a déposé son autorisation d'urbanisme, il a son accord, et qu'on a tous les documents qui vont bien, qu'on fait l'étude et les travaux, on peut imaginer 6 mois, 1 an pour la réalisation, nous, des travaux d'extension. S'il fait ses travaux en parallèle, on aura fini, nous, l'extension avant la construction de sa maison. Si l'administré ou la commune oublie d'envoyer l'autorisation d'urbanisme au concessionnaire ou au SIDER, vous voyez qu'on est plutôt sur la partie droite, demande de raccordement. La demande de raccordement, c'est je demande mon branchement parce que ma maison est construite. Si on se rend compte à ce moment-là que des travaux d'extension ou de renforcement sont nécessaires, la personne à sa maison qui est hors d'air, hors d'eau, demande son branchement, elle en a besoin pour dans 1 mois ou 1 mois et demi. Calendairement, il est impossible aux acteurs, que ce soit Enedis ou que ce soit au SIDER, de réaliser les travaux nécessaires dans le délai demandé par l'administré. On a toujours des moyens de branchement provisoire, mais voilà, c'est pour que vous ayez un petit peu en tête que plus les choses sont anticipées, plus ce déroulé de l'autorisation d'urbanisme, de la réponse apportée, de la réalisation de l'extension ou du renforcement de réseau avant ou dès l'autorisation d'urbanisme, ça permet d'éviter tous ces chantiers un peu dans l'urgence, alors que la personne a déjà sa maison qui est terminée et compte y emménager dans 1 mois. J'ai parlé plusieurs fois là, au fur et à mesure de la présentation des financements. Et je fais un focus justement sur le financement de ces typologies de travaux, puisque c'est un petit peu particulier. Si je résume, le SIDER est le percepteur de divers financements liés à l'électrification. Alors, je ne garantis pas que je cite tout, mais un des gros financeurs, c'est le FACE, le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, alors qu'il a dû changer, maintenant c'est le Fonds d'aide pour les collectivités et l'électrification. Donc, en tout cas, nous, on parle souvent du FACE. C'est une enveloppe qui nous est dédiée chaque année pour les renforcements, les sécurisations, les extensions de réseau. On touche également une partie quand les communes nous la reversent, donc les communes rurales, l'ensemble des communes rurales et les communes urbaines, si elles décident de nous le reverser. Donc une part de la taxe intérieure de la consommation finale d'électricité, qui a peut-être changé de nom maintenant, mais je vais rester sur ce nom-là pour l'instant. Divers financements que le concessionnaire Enedis nous doit, l'article 8, la dissimulation aux communes urbaines, la PCT, la part couverte par le tarif liée à nos extensions. Donc, toutes ces sommes reçues par le SIDER vont nous permettre de proposer des abattements spécifiques. C'est dans ce cadre que les élus du SIDER ont décidé depuis longtemps de prendre entièrement en charge les sécurisations de réseaux électriques. Ce n'est pas le cas dans tous les syndicats, dans tous les départements. Et depuis 2022, 100% également des renforcements de réseau. Donc c'est quand même quelque chose à noter. Et sur le financement des extensions de réseau, on a un cas un peu particulier, des modalités plus spécifiques que je vais pouvoir vous présenter. Quand on a une extension de réseau, quand on a un projet lié à l'urbanisme, on va déjà se poser la question, et vous le voyez sur nos courriers, ou des fois vous nous entendez en parler, de barème de devis ou de sans répercussion. Sans répercussion, c'est quand le projet est lié à un renforcement de réseau, on va le voir juste après. On a également la notion de barème ou de devis. Je vais peut-être passer à la diapo d'après, parce que finalement, ce n'est pas forcément très intéressant. En gros, dans les grandes lignes, le SIDER a décidé de suivre le barème des financements mis en place par Enedis et validé par la Commission de régulation de l'énergie, par la CRE. Ce barème de réfaction, c'est la prise en charge de 40% du coût de l'extension, par exemple. C'est une analyse un peu fine de savoir quelle est la part qui concerne une extension, quelle est la part qui concerne un renforcement,
dans quel cadre j'ai un barème. Le barème, c'est on va dire un pourcentage, c'est une longueur de l'extension fait tant de mètres multiplié par un coefficient, et la contribution d'urbanisme va être liée à ce barème, à ce calcul, qui est le même, que ce soit en aérien ou en souterrain, ou dans certains cas, on va être au devis, au réel, c'est-à-dire que je vais faire un devis réaliste des travaux, et la personne va payer une participation liée à un pourcentage de ce devis au réel. Quand vous recevez nos propositions sur les extensions ou liées à l'urbanisme, sachez que voilà, ça ne vient pas de n'importe où, c'est vraiment la traduction de ce barème validé nationalement, sur lequel, eh ben, vous voyez à droite, l'idée c'est pas de voir dans le détail, mais c'est qu'on suit vraiment ce schéma-là. Nous sommes dans le cas d'un raccordement individuel inférieur à 36 kVA, nous sommes dans le cas d'un raccordement collectif, nous sommes dans le cas de... Nous sommes à moins de 250 mètres d'un poste de transformation. Voilà, on a vraiment traduit le barème déposé par Enedis pour que, à chaque cas, on sache si le besoin d'extension amène à une réfaction à 40% au barème. C'est-à-dire que ce n'est pas du réel, c'est une longueur de réseau nécessaire multipliée par un coefficient. C'est dans ce cadre-là le remplacement d'un réseau basse tension en parallèle d'un réseau existant. Il n'y aura pas de facturation. C'est ce qui nous permet de dire, par exemple, dans le cadre d'un projet, c'est un renforcement de réseau, il n'y a pas de participation. Le SIDER va entièrement prendre en charge l'amener du poste de transformation ou la mutation du poste de transformation existant et le diamètre plus important du réseau basse tension. Et puis, dans certains cas, un raccordement collectif de plus de 120 kVA de besoin de puissance. OK, c'est la même chose, je vais devoir toucher au poste de transformation et ramener un réseau, mais on ne va pas être dans le cas d'un renforcement de réseau, on va être dans le cas d'une restructuration de réseau qui sera financée par la commune, l'aménageur, le pétitionnaire suivant le cas. Voilà. Sachez que quand on vous envoie des propositions, voilà, on suit vraiment ces règles et tout le monde est traité de la même manière par rapport à ces règles-là. Et si j'ai été amené à dire, donc voilà, ça c'était important, et dans mon discours j'ai été amené à dire plusieurs fois financement par la commune, financement par les pétitionnaires, parce que je vais terminer par ça, le financement des raccordements au réseau électrique, vous n'êtes pas sans le savoir ou vous allez le découvrir, on vit une petite révolution depuis 1 an, puisque ça fait 1 an là, que cette révolution est arrivée. Après de très longues années d'application où s'appliquait l'article L342-11 du Code de l'énergie qui précisait que tout ce qui était les extensions publiques du réseau liées à une opération d'urbanisme, c'était la commune qui était amenée à financer cette extension publique. Donc la commune accepte une autorisation d'urbanisme, la personne va pouvoir construire sa maison, mais par contre, il faut y amener le réseau. Ce réseau public était financé par la collectivité et le SIDER. On avait quelques cas dérogatoires dans le code de l'urbanisme, le L332-15 avec les extensions de moins de 100 mètres qui pouvaient être à usage unique. C'était un équipement propre à la construction. Le L332-8 pour un projet agricole, industriel, artisanal, commercial qui permettait de faire financer le pétitionnaire. Mais on avait donc ces cas dérogatoires et une règle générale qui était le financement des extensions par la collectivité qui accordait l'autorisation d'urbanisme. Depuis l'année dernière, avec la loi APER, d'accélération de production des énergies renouvelables, on a une grosse modification puisqu'on supprime cet alinéa qui explique que la collectivité doit financer cette partie-là. C'est plus à la commune de le financer, c'est donc aujourd'hui au pétitionnaire. Donc aujourd'hui, le texte est même très clair, hein, puisque lorsque l'extension est rendue nécessaire, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. Donc depuis 1 an, vous avez vu nos courriers changer. On prend comme date butoir la date de l'arrêté d'autorisation d'urbanisme. Si l'arrêté d'autorisation d'urbanisme est avant septembre 2023, alors c'est l'ancien système qui s'applique. Si l'arrêté d'autorisation d'urbanisme est postérieur, alors c'est le pétitionnaire qui doit financer cette extension-là. Donc aujourd'hui, voilà, depuis 1 an, on a mis en place ces nouveaux courriers. On voulait vous parler un petit peu de ce que ça amène côté activité et côté SIDER. Et on vous donne, parce que vous serez peut-être amené dans les communes à vous y confronter, il y a quelques difficultés et quelques points d'alerte que le SIDER peut faire par rapport à ça.
Aujourd'hui, le réseau créé, contrairement au L332-15 qui était un équipement propre, la personne finançait son extension, mais c'était un équipement qui ne pourrait servir qu'à lui. Aujourd'hui, le réseau qui est créé par le SIDER, payé par monsieur X ou Y, c'est du réseau public. Ça veut dire que si jamais il faut prolonger ce réseau pour aller alimenter la maison juste derrière, on partira de ce réseau-là. Et il est possible qu'on ait le cas où quelqu'un aura financé 150 mètres de réseau et son voisin n'aura financé que 50 mètres depuis ces 150 mètres. Voire même un voisin s'installera avant et n'aura pas à financer d'extension du réseau, mais juste son branchement sur le réseau nouvellement créé. Donc on sait qu'on a un risque élevé de contentieux concernant le premier alimenté qui aura financé une extension du réseau public et qui sera utilisable par les pétitionnaires suivants. Euh, Jusqu'à présent, le SIDER, enfin jusqu'à il y a un an, le SIDER, son interlocuteur sur les extensions, c'était la commune, où on allait pouvoir parler du projet, éventuellement discuter de la longueur, du choix technique, du choix du positionnement du réseau. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve à avoir autant d'interlocuteurs que de financeurs, forcément, et les gens ont bien raison de venir nous voir pour, on va dire, challenger un peu leur projet. L'autre problématique, c'est que jusqu'à l'année dernière, on pouvait, avec vous, communes, anticiper un peu les projets. On a une extension, on sait qu'on en a plusieurs qui arrivent derrière, on peut décider de passer peut-être par le chemin le plus long, mais qui va permettre d'anticiper l'extension suivante d'un projet qui va arriver. Aujourd'hui, c'est plus difficile, voire même impossible, puisque le premier demandeur va payer son extension. Évidemment, on ne peut pas surdimensionner le projet ou ne pas prendre le projet le plus logique pour lui, même si ce n'est pas plus logique par rapport à ce qui va arriver derrière. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien depuis un an, hein, de gérer ces problématiques-là, mais voilà, c'est quelque chose qui me paraissait important à relever, et peut-être que vous le rencontrez déjà, vous, dans vos communes, mais pour vous dire voilà, que ces changements, ils ont quand même ce changement-là du code de l'énergie, il a quand même des conséquences, et il en aura peut-être plus avec un certain nombre de contentieux potentiels sur vos collectivités. En tout cas, voilà, aujourd'hui, la commune n'a plus à financer l'extension, c'est le pétitionnaire qui la finance. Par contre, et le service au niveau administratif est très attentif à ça, on ne se contente pas, entre guillemets, juste de votre accord sur le projet, parce que c'est vrai qu'on a des communes qui peuvent donner un accord plus rapide, puisqu'elles n'ont pas à budgéter finalement le chantier. Par contre, on veut également l'arrêté d'autorisation d'urbanisme. On veut bien vérifier que la commune est bien OK et que le projet est légal au niveau urbanisme, pour ensuite aller voir le pétitionnaire et lui demander le financement de son extension. Ce dont je viens de vous parler, alors c'est peut-être une manière un peu étrange de conclure sur l'électrification, mais c'est un des sujets du moment, ce financement des raccordements et des extensions des réseaux. Et on note, nous, au niveau de l'activité, quelque chose qui me paraît intéressant pour les communes du SIDER à vous montrer. Alors, ça ne veut pas dire que l'activité baisse au niveau, par exemple, du service travaux, mais ça me paraissait intéressant de vous montrer que 2021, 2022, on peut remonter un peu plus loin. Vous voyez que la part électrification rurale, ça, on va dire, c'est les thématiques bleues ou violettes, le nombre de dossiers ouverts au SIDER, c'est les thématiques donc bleues ou violettes, et puis les parties de dissimulation de réseau ou éclairage public en jaune et orangé. Vous voyez qu'on est à 50-50, 2021-2022, voire même un peu plus sur l'électrification rurale. La crise immobilière, les difficultés pour les gens à avoir leur permis de construire, ces difficultés supplémentaires de financement des extensions par les pétitionnaires, aujourd'hui, ça se traduit très concrètement dans l'activité. Donc finalement, le SIDER constate ces grands phénomènes de société à l'échelle de ses activités, complètement compensés par des travaux d'éclairage public que vous nous fournissez pour de la sobriété énergétique, pour le remplacement de vos luminaires par des LED, par exemple. Mais vous voyez que renforcement de réseau, sécurisation de réseau, on continue à tenir quand même et à essayer d'investir sur ces thématiques-là. Mais on a vraiment un effondrement de cette part en termes de pourcentage. Cette année, on a touché presque 2 fois moins on a reçu presque 2 fois moins d'autorisations d'urbanisme que les années précédentes. C'est quelque chose de relativement marquant pour nous, notamment cette année sur les autorisations d'urbanisme. J'ai terminé à mon niveau. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour.
Bonjour, j'aurais Oui, souhaité poser une question, Daniel Abad, toujours de Soucy-en-Jarret. oui. J'ai eu un déplacement donc de certains bâtiments et on retrouve la partie, on peut dire, d'alimentation électrique pratiquement sur un bout de muret et sur la voie publique, pas très loin, avec des possibilités de risque de choc de voitures qui vont venir euh, s'encastrer dans ce petit bout de muret où nous avons les logettes qui sont malheureusement du côté de la route. On voulait savoir, suite à ça, est-ce qu'on a la possibilité, à des fins de sécurité et à des fins de fiabilité du système, de pouvoir, ces logettes qui sont en surface, de pouvoir les intégrer dans le sol. Alors, il faudrait, dans le détail, vous nous enverrez pareil euh, du détail sur ce projet-là. Après, ça me permet peut-être de manière un peu générale de dire, euh, l'OLED, pour moi, j'ai une action à réaliser dedans, potentiellement couper le réseau, etc. Il faut que ça soit accessible, notamment que Enedis puisse intervenir et repartir de la logette. Donc, ça dépend ce qu'on appelle logette, mais je peux l'imaginer comme ça. Donc, il faut que ça soit accessible. C'est pour ça que carrément dans le sol ou de l'autre côté du mur non accessible, ça peut être compliqué. Après, on peut réfléchir à un encastrement dans le mur. Après, oui, Oui, j'attendrai juste d'avoir le détail du projet, mais dans le fait, en réalité, il y avait un mur qui séparait les services techniques des logettes. Ces trois logettes qui servent de distribution de courant électrique dans le quartier, hein. Et mhm, ces trois logettes, dans le fait, les murs ont été enlevés puisque le service technique n'existe plus. Ils mhm. ont enlevé pour faire un parking. Et malheureusement, entre l'entrée et la sortie du parking, il y a ces trois logettes qui sont Oui, en à gros, elles sont au proximité. milieu, ça fait une émergence au milieu qui peut Tout être. à fait. Ouais. Et là, on a un gros risque qu'on ait un Oui. accident sur ces logettes-là, avec le risque de faire une coupure de courant de l'ensemble des quartiers qu'elles desservent, ces logettes, hein. Donc ça, c'est important. Là, ce qu'on va faire, Ce pour que je moi, on est demande, c'est sur. une sécurisation, hein, tout Je simplement. comprends. Après, on sera dans une logique, pour moi, de déplacement d'ouvrage, et ça fait partie d'une maîtrise d'ouvrage d'Enedis, du concessionnaire. C'est un réseau existant en fonctionnement. Et là, par contre, on va pouvoir vous accompagner auprès d'Enedis pour voir la réponse qu'ils vous font sur le déplacement de ces ouvrages-là, pour D'accord. être sûr que ça soit fait. Donc, on prendra votre demande et ce dossier-là en particulier pour vous accompagner auprès du concessionnaire. Voilà. Euh, Et c'est de, euh, mettre- et voilà, c'est de mettre en sécurité tout simplement cet équipement qui est un équipement Enedis, hein, ni plus ni moins, hein. Là, typiquement, parce qu'il y a des règles, hein, par exemple, j'ai une très très grande longueur de réseau basse tension pour aller alimenter je ne sais quoi. Il faut une émergence de réseau tous les 150 mètres, j'ai plus la longueur exactement en tête. Pourquoi? Parce qu'on peut couper un réseau entre deux émergences, on peut intervenir dessus, on peut trouver des moyens, donc ça se comprend. Souvent, nous, SIDER, dans les travaux, on va avoir Enedis qui a un regard technique sur ce qu'on propose, donc dire il n'y a pas une émergence tous les on va expliquer que quand on traverse un terrain vague ou certaines zones, c'est plus risqué de laisser l'émergence d'un réseau qui peut être tapé par un camion, un véhicule Oui, c'est ça. quelconque, que de permettre voilà, d'accéder à cet endroit-là à un réseau. Mais on va regarder. Ouais. Surtout que ces éléments-là, je les connais bien, puisqu'ils sont, on peut dire, pratiquement à 150 mètres de ma maison. Donc, je les vois tous les jours et je vois le nombre de véhicules qui passent, y compris des camions, malheureusement, à des fins de travaux, comme ils rasent ces logettes qui sont en bordure et côté route. Moi, ça me fait peur, quoi. Faites-nous parvenir un peu une description, photo, etc. par mail hein, Tout à fait. C'est sur ce qu'on va le faire. mail. On va faire un petit montage photo Ouais. de l'endroit et puis je vous le fais passer via le délégué de chez vous. Oui, ou vous pouvez l'envoyer là sur l'adresse mail qui s'affiche Super, urbanisme@sider.fr. ok, ça marche. Ok, c'est bon, je l'ai là. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Pour moi, c'est terminé. Ok. Si quelqu'un d'autre a question, remarque, Oui, moi j'avais une autre question, Oui, Philippe oui. Ternant. oui. Vous m'entendez? Oui, tout à fait.
Dans le cadre d'un village médiéval, est-ce qu'il est envisageable de pouvoir enfouir les lignes malgré toutes les contraintes que ça peut engendrer, c'est-à-dire les ruelles en pavé, sites classés ABF, etc. Alors, je vais faire j'ai pas d'exemple, honnêtement, d'impossibilité technique, quel que soit le sujet. Par contre, la problématique, c'est le coût. Évidemment que ruelle médiévale, calade, où il faut enfouir et reposer les pavés, c'est quelque chose. Forcément, avis de l'architecte des bâtiments de France, qui peut Oui. imposer des choses très complexes. Donc, je vais vous dire techniquement, je vois pas qu'est-ce qui n'est pas possible. Par contre, ça peut être des coûts absolument démesurés. S'il faut encastrer les réseaux dans des façades et reposer les pierres par-dessus pour n'avoir aucune goulotte nulle part, s'il faut pavé par pavé enlever parfois un réseau aérien ou en encorbellement ou sous-forgé le long d'une façade, finalement, reste moins problématique que les travaux démesurés que ça représentera. D'accord. Et surtout des coûts pour la commune. Tout à fait. C'est vraiment Oui, pour oui, le tout à fait. Et là, il n'y a pas. La deuxième question, c'était lié au financement, voilà, Oui. qui était lié à tout ça. Voilà. Oui, et typiquement, là, on n'aura pas d'abattement particulier. Vous aurez le même abattement qu'une dissimulation classique sur la partie électrique, sur la partie télécommunication et sur la partie éclairage public. Donc, des abattements classiques qui sont non négligeables sur la partie dissimulation basse tension et la partie éclairage, c'est 50-50. Excider assumerait sa part de 50% de chantier, d'un chantier extrêmement conséquent. Mais voilà, c'est vraiment le coût que ça représente. Et alors, à moins qu'il existe pour les communes des subventions que vous pourriez trouver par ailleurs dans le cadre de ces chantiers-là. Mais voilà, c'est forcément des chantiers qui sont très importants financièrement. Et je rebondis, difficile par exemple en termes de convention à obtenir. C'est-à-dire qu'il faut aller avoir l'accord de l'ensemble des propriétaires des façades dans lesquelles on va remonter, sur lesquelles on va encastrer des coffrets, ce qui n'est pas toujours évident. Et c'est des travaux qui vont forcément être le temps de la réalisation du chantier, on va bloquer des rues étroites, ça sera forcément à la main sans engin, donc ça prendra un certain temps. C'est des jolis projets, mais voilà, il faut que tout le monde soit Tout à fait. conscient de ce que ça représente. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai Georges Viscogliosi de Colombey-Saunieux. J'ai Oui. une question. À chaque fois qu'il y a une extension de réseau, un renforcement de réseau, l'Enedis vous contacte? Parce que je ne suis pas sûr qu'il vous contacte à chaque fois. Ou si c'est à nous de vous contacter? De Non, contacter alors, sur les communes rurales, Enedis nous envoie normalement l'ensemble des autorisations d'urbanisme sur lesquelles on est concerné parce qu'il y a une extension ou un renforcement de réseau à réaliser. Donc, commune urbaine, on ne le voit pas forcément, donc c'est les communes qui doivent nous contacter si elles ont un problème ou un doute. Enfin, logiquement, on ne travaille pas tellement sur ces thématiques avec les communes urbaines. Commune rurale, il faut être sûr que la commune ou la CCU ait envoyé l'autorisation d'urbanisme à Enedis, que Enedis ne l'ait pas perdu. On découvre parfois lors de la demande de branchement ou de raccordement d'un client qu'en effet, on n'a pas été interrogé à l'échelle de l'autorisation d'urbanisme, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, sur des délais non incompressibles qui sont difficiles à rattraper par la suite. Non, mais je crois qu'il vous contacte. Enfin, moi, je vois Colombey-Saunieux, on n'est pas complètement une commune rurale, on est en périurbain, mais il vous contacte. Je ne pense pas qu'il vous contacte, parce que justement, ça nous aiderait, nous, je vais regarder pour me confirmer ce que j'ai en tête. C'est que je pense que vous êtes classé urbain, mais alors je vous demande une minute. Ce qui expliquerait bien. Des fois, enfin, moi je trouve que ce serait bien, parce que justement, ça éviterait de creuser des fois deux fois la route pour faire les Enedis et Orange, alors qu'avec le SIDER, on pourrait tout faire en même temps. Alors, ouais, je vous confirme que vous êtes classé en régime urbain au niveau commune. Donc, voilà, ce n'est pas nous votre interlocuteur sur la maîtrise d'ouvrage des travaux. Après, si vous êtes en grosse difficulté avec le concessionnaire sur ses choix et ses manières de faire, on peut intervenir en tant qu'AODE, on vous accompagne par rapport à ça. Mais voilà, on ne sera pas sur la maîtrise d'ouvrage des travaux. Après, si vous parlez des extensions en commune rurale, nous c'est bien pareil, lier l'extension télécom
du pétitionnaire avec l'extension électrique, c'est pas toujours une évidence. Non, parce qu'on a eu des problèmes on a fait des extensions sur des projets ruraux et justement, il y a eu des travaux, 2 fois les mêmes travaux qu'il a fallu nous, voilà, c'était avant septembre 2023 qu'il a fallu nous, Non, c'est payer quoi. Ah ouais, OK, d'accord. OK, merci pour l'information. Donc on est en réseau. en régime urbain, tout à fait. Si quelqu'un d'autre a question, remarque, sinon vous n'hésiterez pas à revenir vers nous par la suite. Moi, je voulais juste vous dire que vous remercier de tout ce qui a été fait. Donc, c'est très intéressant et ça m'a permis de poser des questions et d'avoir des réponses. Eh bien, écoutez, ça me va super bien. Continuons comme ça. Eh ben, merci de le dire. Je vais apporter un complément pour les communes rurales. Quand vous allez faire vos PLU, si vous n'en avez pas, vous avez toujours la possibilité de transformer, par exemple, des anciennes fermes ou des anciens bâtiments agricoles qui ont un certain cachet en habitation. Ça s'appelle un changement de destination. Il faut faire très attention parce que quelquefois, sur ces changements de destination, vous n'avez pas toujours de réseau électrique. Réseau d'eau également, ça vous devez le regarder, mais ça c'est à la maille des communes avec leur syndicat d'eau. Et regarder l'assainissement. Mais bien faire attention quand même à la desserte électrique des anciens bâtiments agricoles que vous pouvez estampiller dans vos PLU en changement de destination. Bien faire attention qu'aujourd'hui, ce sera celui qui rénovera qui devra payer éventuellement la création, une partie de la création du réseau, voire la totalité du réseau pour alimenter cette bâtisse. Et je rebondis, ça me fait penser. En effet, parfois les bâtiments sont également alimentés, mais à l'époque, il y avait une ampoule pour alimenter la ferme et ça suffisait. Et des fois, la commune ou les administrés n'ont pas forcément conscience de l'ampleur. Les besoins de puissance électrique aujourd'hui sont plus les mêmes et un projet de rénovation un peu massif d'un bâtiment un peu isolé peut nous amener à proposer des travaux très importants de renforcement, d'amener d'un poste de transformation à proximité, parce qu'on n'est plus sur le même besoin de puissance électrique. Bon, Écoutez, oui, si s'il n'y a plus de questions, on va conclure. Donc, de toute manière, là, vous aurez à disposition le webinaire. N'hésitez pas à reposer des questions complémentaires par écrit aux différentes adresses qui sont indiquées. Et donc, on vous répondra, on traitera toutes vos questions. Merci à vous tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Merci, bon appétit. Merci. Bonne journée et bon appétit. Merci, au revoir. Au revoir.